Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le président Macky Sall, invité du FMI à Washington, dans son échange avec Christine Lagarde, il a été beaucoup question du PSE. Il s'est également entretenu avec le conseil d'administration du Fonds monétaire international, une première pour un chef d'État africain. Le président Macky Sall doit par ailleurs recevoir un prix de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership au sein de la CEDEAO. La levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz a été votée à la majorité ce vendredi. Ainsi, le député maire pourra faire face à la justice dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. La série Santé consacre une large fenêtre à la santé de la reproduction. Nous irons à Matam où il y a encore des efforts à faire en matière de visite prénatale, tandis que dans certaines localités, c'est le défi du respect du calendrier vaccinal qui se pose. On fait le point sur les avancées, les manquements et les contraintes dans cette édition. La rubrique métier s'arrête ce soir chez les laveurs de voitures, un secteur beaucoup investi par les jeunes. Cependant, la plupart exercent dans l'informel. Même si l'activité nourrit son homme, les prix varient entre 500 et 1000 francs selon la catégorie de véhicules. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président Macky Sall est arrivé à Washington à l'invitation du FMI. Le chef de l'État doit prononcer un discours devant le conseil d'administration. Par ailleurs, le président de la République va recevoir le prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership au sein de la CEDEAO. Voici notre envoyé spécial Oumar Nying. Washington est en pleine nuit lorsque la pointe Sarène arrive en provenance de l'autre bout de l'Atlantique. À bord, le président de la République est en compagnie de la première dame, Madame Marème Sall. Le président Macky Sall est à Washington à l'invitation du FMI. Il est attendu au conseil d'administration pour un discours sur le plan Sénégal émergent. L'autre temps fort du séjour du président Macky Sall est la réception du prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership exemplaire au sein de la CEDEAO. La mission est donc très économique. La présidente directeur générale du MCC annonce d'ailleurs la couleur. Reçue dès l'installation du chef de l'État, elle aborde le deuxième compact que l'institution vient de signer avec le Sénégal. On a parlé du partenariat fort entre les deux pays, entre le Sénégal et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. On a parlé de la deuxième investissement dans le pays et plutôt on a fini un grand jalon, c'était de finir l'analyse économique et on va essayer d'assister, appuyer le gouvernement dans leur plan de l'énergie. Auparavant, les compatriotes ont tenu à souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Les personnels de l'ambassade et du consulat et d'autres membres de la communauté ont fait le déplacement pour exprimer leur fierté au président Macky Sall. Le président Macky Sall était l'hôte du Fonds monétaire international ce vendredi. Le chef de l'État s'est notamment entretenu avec les membres du conseil d'administration, une première pour un chef d'État africain. Suivant les temps forts de l'accueil avec notre envoyé spécial Oumar Nying. Au siège du FMI, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'événement. Ce matin, l'institution internationale reçoit une visite spéciale. Madame Christine Lagarde et ses services sont très honorés, en effet, d'accueillir le président de la République du Sénégal. Aussitôt, l'instant immortalisé, la directrice générale s'entretient avec le président de la République dans son bureau. Le tête-à-tête est suivi d'une séance de travail à laquelle prennent part les autres membres de la délégation. Mais c'est sans doute dans la salle du conseil d'administration qu'on a vécu le moment fort. C'est la première fois qu'un chef d'État africain fait face à cette auguste assemblée. Un bon souvenir pour la directrice générale Christine Lagarde et ses collaborateurs. Un mérite pour un président
dont la vision porte déjà les fruits. Christine Lagarde a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour cet exercice qui n'arrive presque jamais dans cette institution monétaire internationale. Impressionnée par le plan Sénégal émergent, la directrice générale du FMI entend accompagner la dynamique impulsée par le président Macky Sall. Elle est ici au micro de notre envoyé spécial Oumar Nyinga. Il a pu rencontrer les membres du conseil d'administration dans la salle du conseil, ce qui n'arrive presque jamais. Et il a pu donner vraiment toute la problématique de développement économique, les ambitions, les obstacles, la façon dont le FMI peut soutenir et supporter en accompagnant un bon cadrage macroéconomique et une logique de financement qui soit dans l'intérêt général du pays. Et vous allez le faire, évidemment. Nous allons continuer à être le partenaire du Sénégal, bien sûr. Le président Macky Sall a adressé un message au FMI. Nous reviendrons sur cette intervention qui porte notamment sur le plan Sénégal émergent. La suite de la visite du roi Mohamed VI au Sénégal, Sa Majesté était à la grande mosquée. Il a été accueilli par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ils ont effectué ensemble la prière du vendredi. Elle a été dirigée par l'imam ratib de la grande mosquée de Dakar et en présence de plusieurs représentants de familles religieuses. Avant de quitter la grande mosquée, Sa Majesté Mohamed VI a offert des exemplaires du Saint-Coran à plusieurs fidèles. En atelier en santé s'est réuni donc ce matin sous la présidence du Premier ministre. Une seule santé pour lutter contre les zoonoses et les menaces de santé publique connexes. La rencontre a été présidée donc par le chef du gouvernement en présence de personnel, de partenaires donc techniques et financiers du Sénégal. C'est un compte rendu de Cheikh Bamba Gueye. L'approche Une seule santé est une façon de concevoir des systèmes et services de santé qui tiennent compte des liens inextricables entre santé humaine, santé animale et environnement. Elle vise à comprendre comment les maladies affectent les animaux et l'environnement pour prévenir les épidémies avant qu'elles ne puissent se transmettre aux personnes. Pour le Premier ministre, l'approche sanitaire de la question démontre toute son importance. Les récentes épidémies en Afrique de l'Ouest, notamment maladie à virus Ebola, fièvre de la vallée du Rift, grippe aviaire, etc., avec leurs corollaires de victimes humaines et animales, leurs répercussions sociales et économiques, auront fini de convaincre les plus sceptiques sur l'impérieuse nécessité de la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement pour apporter des réponses synergiques plus efficaces contre les menaces d'épidémies liées aux zoonoses, qu'elles soient naturelles, accidentelles ou délibérées. Les menaces des agents pathogènes zoonotiques et les menaces de santé publique constituent des défis sanitaires. Urgent donc d'agir et de prévenir. Le Sénégal, une référence en matière de veille sanitaire. À ce propos, je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, remercier le gouvernement américain pour la sélection du Sénégal parmi les pays bénéficiaires de la deuxième phase du programme de sécurité sanitaire mondiale, qui aura permis, entre autres, la réalisation de certaines initiatives précitées. La réunion de Dakar sur les questions de santé publique a réuni beaucoup d'experts qui vont harmoniser les méthodes de traitement et de prévention pour une bonne santé des populations africaines. Je le disais en titre, le député Barthélémy Diaz sera en pénal dans l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf. Les parlementaires ont suivi les conclusions de la commission ad hoc dirigée par Moustapha Diakhaté. Ils ont voté à la majorité la levée de l'immunité parlementaire par la commission d'enquête parlementaire. C'est un compte rendu de Amadou Aramtiam. Les membres de la commission ont abouti à la conclusion que justice doit être rendue dans cette affaire. La conclusion finale du rapport de la commission ad hoc, qui tombe comme un coup près,
Rappelant le dernier alinéa de l'article 52 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale indique ceux qui ont droit à la parole en matière de levée d'immunité. D'abord, les membres de la commission d'enquête et le représentant du gouvernement. Que j'ai l'honneur de représenter n'a pas d'observation particulière. Je reste dans le sens de la recommandation de la commission ad hoc, c'est-à-dire la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce qu'a dit le rapport. Ensuite, le principal concerné. Je prends la parole pour vous confirmer que je demeure dans ma position de toujours vous inviter à lever mon immunité parlementaire. Et s'il vous plaît, sans aucun débat. Dans l'affaire de l'attaque violente à main armée, dont la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et moi-même avions été victimes le 22 décembre 2011. Il l'a demandé et il l'a obtenu par 62 voix pour, 14 voix contre et 4 abstentions. Les députés ont voté à la majorité les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Barthélémy Toye Dias fera face au juge dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diop. Le débat sur les ressources extractives du Sénégal a failli occulter le principal sujet de la plénière du Conseil économique, social et environnemental de ce matin. Elle était enfin, en effet, consacrée au rôle et à la place des zones économiques spéciales dans la politique nationale du Sénégal. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye est venu rencontrer les conseillers. Il leur a fait le point sur les réalisations du Sénégal sur ce sujet. C'est un compte-rendu de Oumindour. Ce n'était pas vraiment le propos de cette plénière, mais avec sa double casquette de ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye ne pouvait pas échapper aux questions liées aux ressources extractives au Sénégal, surtout dans ce contexte de découverte de pétrole et de gaz. Si je dois répondre question par question, je parlerai beaucoup plus des mines que de l'industrie. Pour recentrer le débat de cette plénière consacrée aux zones économiques spéciales intégrées, le ministre est revenu sur leur importance dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a, dans le plan Sénégal émergent, envisagé qu'au Sénégal, qu'on ait au moins 3 parcs industriels, qu'on ait des agropoles, que l'industrie agroalimentaire soit aujourd'hui à un niveau beaucoup plus supérieur que le niveau actuel, pour que l'impact sur le PIB passe de 10-12% de la situation actuelle ces dernières années à 25%. À ce propos, les choses sont d'ailleurs en train de bouger dans le bon sens à Diamniadio, même s'il y a encore des choses à régler. Nous avons déjà construit avec un investissement d'une trentaine de milliards la première phase du parc industriel. On attend que la loi sur les zones soit promulguée pour que le parc puisse devenir une zone économique spéciale. Et justement, parmi les recommandations des conseillers, il y avait en bonne place la révision des textes entourant ces zones économiques. Le Conseil économique, social et environnemental formule les recommandations suivantes pour réussir la politique d'industrialisation visée dans le PSE, le plan Sénégal émergent, à travers la promotion des zones économiques spéciales. En un procédé à une évaluation exhaustive du cadre juridique et institutionnel de la zone économique spéciale intégrée avant toute définition d'un régime de zone économique spéciale au Sénégal. Prochaine étape pour le Sénégal, mobiliser le financement pour entamer la deuxième phase du parc industriel. L'avis du Conseil économique, social et environnemental sur les zones économiques spéciales intégrées a été adopté à l'unanimité. Et puis le ministre italien en charge des Affaires étrangères, accompagné d'une délégation de l'Union européenne, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Au menu des échanges, la lancinante question de l'immigration clandestine. À ce sujet, il a été surtout question de renforcer la collaboration pour une meilleure gestion des vagues migratoires. C'est un compte-rendu de Pape Bounachao. À l'ordre du jour de cette session conjointe de travail, la question des migrations. Il s'agit pour l'Union européenne et l'Italie de venir redynamiser la coopération avec le Sénégal afin de mieux contenir les flux migratoires irréguliers. À ce propos, le Sénégal a déjà mis en œuvre une politique volontariste de retour matérialisée par le FES. Une initiative qui a déjà porté ses fruits et appréciée par l'Union européenne et l'Italie, où la communauté sénégalaise est forte de 200 000 membres. Et je le dis en tant que
représentant d'un pays, l'Italie, qui a peut-être un des deux plus grandes communautés sénégalaises en Europe, qui est une communauté très bien intégrée, qui produit et donne du travail et qui a des excellents rapports avec l'Italie et avec les Italiens. C'est exactement pour ça que je dis qu'il faut travailler ensemble pour réduire l'immigration irrégulière et la capacité des réseaux criminels d'utiliser l'immigration irrégulière. Nous savons tous que le phénomène migratoire ne va pas se terminer demain. On aura peut-être des dizaines d'années devant nous. Mais ces dizaines d'années seront des années de deuil, de criminalité, de risque pour le migrant, ou elles seront des années de migration régulière contrôlée. C'est ça le choix qu'on doit faire. Pour faire ce choix, il faut une très bonne coopération entre l'Italie et le Sénégal, l'Union européenne et le Sénégal. Les migrations irrégulières portent des enjeux sécuritaires énormes et nécessitent une approche régionale uniformisée. Le Sénégal fait partie d'un compact de 500 millions d'euros qui concerne aussi l'Éthiopie, le Nigeria, le Niger et le Mali. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal sera en Italie dans les prochains jours pour encore mieux se pencher sur la question. Plus de 5 000 en 1973 500 aujourd'hui. Les effectifs des missions de police dans les opérations de maintien de paix ont sensiblement augmenté. Ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies que dirige notre pays durant ce mois de novembre a suivi des exposés des commissaires à la tête de ces missions pour un briefing qui a permis de passer en revue toutes les difficultés. Pour plus de détails, nous retrouvons à New York Khalisek. Ce jeudi, dans cette mythique salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, la question liée aux missions de police dans les opérations de maintien de paix a été au cœur de la réflexion. Et pour débattre de cette lancinante question, le Conseil de sécurité des Nations Unies que préside notre pays a entendu des exposés de commissaires de composantes de police dans les opérations de maintien de paix. La composante police présente dans les opérations de maintien de paix depuis 1960 a toujours joué un rôle capital avec une place et un mandat qui ont beaucoup évolué. Les effectifs de la composante police ont considérablement augmenté, passant de 5 840 en 1995 à 13 500 aujourd'hui, dont 10% de femmes. Des éléments déployés dans 12 opérations de maintien de paix et 5 missions de politique spéciale avec des difficultés titanesques. Et des commissaires à la tête des missions de police au Mali, en Haïti, au Darfour et au sud du Soudan ont fait des exposés d'une rare concision avec des explications on ne peut plus claires sur des difficultés éprouvées, mais aussi et surtout les obstacles à lever. Après avoir suivi avec une attention toute particulière ces adresses, les ambassadeurs chefs des missions à l'ONU ont exprimé à ces commissaires leur vive gratitude, une gratitude à la hauteur des efforts consentis et des sacrifices au péril de leur vie. Ce n'est qu'après que des questions de fond ont été posées à ces commissaires pour plus d'éléments d'information qui aideraient à lever d'autres obstacles. Ils revenaient par la suite au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix et aux 4 commissaires de redonner d'autres explications. Du coup, l'on a assisté à un briefing sur les missions de police dans les opérations de maintien de paix, un sujet que le Sénégal a bien voulu inscrire dans l'agenda de son mandat. Diplomatie toujours, visite du ministre français des Affaires étrangères au Sénégal. Jean-Marc Ayrault s'est rendu à Rufisque, ville jumelle de Nantes, dont il a été maire. Deuxième étape, le cimetière militaire de Thiaroye, où le ministre a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais. Retour sur les temps forts de cette visite avec Philomène Constance Diagne. Entre les villes de Rufisque et de Nantes, une commune de France, l'amitié dure et n'est pas prête de se perdre. À travers cette remise des clés de la ville de Rufisque au ministre français des Affaires étrangères, le pacte d'amitié signé depuis 1992 se renouvelle. Nous vous témoignons notre profonde gratitude pour avoir inscrit la ville de Rufisque en place d'or
dans votre calendrier de visite au Sénégal que nous savons extrêmement chargé et sommes très sensibles de cette marque de reconnaissance et de considération. Vous êtes des partenaires fiables, capables de nous accompagner dans la mise en œuvre des projets retenus, chiffrés. Rufisque, comme beaucoup, compte beaucoup sur votre entre-gens et votre dimension d'homme d'État émérite pour trouver les partenaires susceptibles de l'accompagner efficacement. Rufisque a développé avec Nantes des relations de coopération dans différents domaines. Cette coopération s'est bâtie sous le magistère de feu le maire Mbaye Jacques Diop. Rufisque, c'est justement une ville qui a toujours revendiqué son originalité. Mais faut-il encore lui donner les moyens de se développer, d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les conditions d'assainissement, de propreté, de traitement des déchets, mais aussi de mieux permettre à la jeunesse de se former. C'est ça l'ambition, vous avez raison. Alors je ne suis pas venu avec plein de solutions, mais je suis venu avec quelques points précis qui correspondent à des attentes fortes depuis si longtemps, pour vous dire que, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'aurais été vraiment frustré de ne pas vous venir sur le terrain, non seulement pour revoir des amis, mais voir le peuple sénégalais et voir une ville qui a envie de réussir. Après des échanges dans le cadre du jumelage entre les deux villes, le ministre français s'est rendu à la fondation Sococim, puis à l'état civil, avant de rallier le domicile de l'ancien maire honoraire pour présenter ses condoléances à la famille. Le cimetière militaire de Thiaroye a par la suite accueilli Jean-Marc Ayrault, un dépôt de gerbes à la mémoire des tirailleurs disparus, un recueillement qui coïncide avec la célébration de la journée des forces armées. C'est pourquoi aussi, pour donner à votre geste toute la symbolique qu'elle requiert, nous avons décidé de convoquer un colloque qui nous permettra de mettre à la disposition de tous les pays africains intéressés le contenu de ce que les archives de Thiaroye renferment. Nous sommes sûrs et certains que cela consolidera notre amitié, renforcera la confiance réciproque entre nous et continuera de conforter les liens d'amitié ainsi que la fraternité d'armes qui ont toujours existé entre l'armée sénégalaise et l'armée française. Il m'a paru juste qu'à la veille du 11 novembre, venant ici au Sénégal, après avoir assisté à la journée des forces armées du Sénégal, de me recueillir quelques instants à la mémoire de ces soldats. Ces hommes se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour notre indépendance. Ils ont été nos frères d'armes, ils méritent notre reconnaissance. C'est pourquoi je tenais à venir ici, aux côtés du ministre de l'Intérieur, représentant le gouvernement du Sénégal, pour dire ma solidarité, ma gratitude, et en même temps dire que du passé et du devoir de vérité, du devoir du mémoire, c'est un message de confiance et d'optimisme que nous adressons à la jeunesse de chacune de nos nations. Le point de chute de cette visite a été la résidence de l'ambassade de France. Autour d'un buffet, la coopération entre les deux pays a été saluée et des amitiés ont été retrouvées. L'institution de prévoyance retraite du Sénégal et la Caisse de sécurité sociale ont lancé ce jeudi à Dakar un projet commun. Il vise donc à moderniser et harmoniser les systèmes et à harmoniser donc les systèmes d'information des deux institutions. Ce projet est un premier jalon dans la dynamique de rapprochement entre l'IPRES et la CSS. Thierno Diallo nous en dit plus. La modernisation et l'harmonisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale marque le début d'une nouvelle ère dans la vie de ces deux institutions. Cela se matérialise à travers le projet appelé Kick-Off. Nous avons un problème de fiabilité des données. Vous entendez très souvent également les retraités dire que les délais sont trop longs après le dépôt des dossiers. Tout ceci tient du fait que nous avons un système d'information qui n'est pas très performant. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi bien au niveau de l'IPRES que de la Caisse, nous n'avons pas encore la vérité des prestations. Pour les deux présidents de conseil d'administration de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, le projet demeure un impératif. Les deux systèmes étant différents, c'est peut-être un coup de génie que de pouvoir les mettre ensemble.
Et il importe que ces populations-là puissent trouver, au travers des actes que nous posons, les raisons d'être fiers de leurs institutions. Ce projet est un projet extrêmement important qui donc met en première ligne les administrateurs que voici. C'est parce que c'est eux qui décident et c'est eux qui ont décidé que ce système d'information devait voir le jour et qu'il devait se faire en mutualisant les moyens des institutions. La mise en place du projet est confiée à Catalyst et à Grant Thornton, deux cabinets dont l'expertise n'est plus à démontrer. C'est la population en général qui va en bénéficier, bien sûr, puisqu'ils devraient avoir accès beaucoup plus facilement à leur situation, à la caisse et à l'IPRES, en termes de cotisation, en termes de bénéfices pour la retraite, en termes d'allocation familiale. Donc toutes ces informations devraient être beaucoup plus facilement accessibles pour tout le monde. Après la cérémonie de lancement du projet Kick-Off, le PCA de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal et son homologue de la CSS sont allés présenter le document à la tutelle. Il faut réformer les systèmes de retraite, il faut réformer les différents systèmes de prestations pour que les travailleurs puissent bénéficier de prestations de très haute qualité. Mais cela, pour le faire, il faut un travail d'assainissement, il faut un travail de contrôle, il faut vérifier tous les ayants droit. Et je pense que c'est une grande initiative qui doit être accompagnée par toutes les parties prenantes. Ce projet de modernisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale va révolutionner le quotidien des travailleurs et des usagers de ces deux entités. Le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a effectué hier une visite à Touba. L'objectif est de contrôler le dispositif mis en place par les différents opérateurs téléphoniques pour une bonne couverture technique du Grand Magal de Touba. La RTP en a profité pour remettre au comité d'organisation du Magal des dizaines de téléphones portables, nous dit Damsila. À Touba, les opérateurs téléphoniques s'attellent déjà à la tâche. Le dispositif technique et matériel est déployé sur le terrain et les installations ont démarré. L'objectif est de bien satisfaire la clientèle pendant le Grand Magal. Sur le plan technique, on a rajouté de la capacité sur les sites de Touba. On a rajouté 4 nouveaux sites donc, de couverture à Touba. On a aussi mis un moyen mobile au niveau de la mosquée. Et sur la 4G, on a 7 sites. On a mis en disposition 111 sites communément appelés BTS. Bon, par rapport à ces sites, on a eu un nombre de 94 sites qui font 3G. Sur le terrain, on a déployé le maximum quand même d'équipes pour pouvoir prendre en charge les plaintes, les problèmes techniques immédiatement. Nous avons triplé la couverture au niveau de Touba et Mbaké. La capacité a aussi été quadruplée pour assurer plus de 500 000 clients express au Sénégal seront bien couverts au niveau de Touba. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes, pour s'enquérir de la situation, a effectué une visite à Touba. La délégation s'est rendue dans les différents sièges des opérateurs téléphoniques. Globalement, les recommandations de la RTP sont respectées. Aujourd'hui, nous sommes en train de vérifier le déploiement et bien entendu ce que nous avons constaté sur le terrain. Ils sont en train de se déployer partout dans la ville sainte de Touba afin que le jour J, avant, après et pendant le Magal, que les pèlerins ne puissent pas connaître des problèmes de qualité de service, notamment pour la voix et pour l'Internet. Le directeur général de la RTP et sa délégation ont rencontré lors de la visite le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké. Ils se sont entretenus sur l'objet de ce déplacement. Avant de terminer la rencontre, Abdou Karim Sall a remis au comité d'organisation du Magal un important lot de téléphones portables. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique ont organisé une table ronde sur le programme mondial de recensement de l'agriculture en 2020. C'est la troisième session d'une série de rencontres régionales destinées à présenter et à diffuser un ensemble de lignes directrices pour but d'aider les gouvernements à améliorer leur recensement dans le secteur de l'agriculture, nous dit Hamidou Diop. Le programme de recensement mondial de la FAO offre un appui et de l'orientation au pays dans la réalisation des recensements agricoles nationaux. Ici à Dakar, cette table ronde a pour objectif de présenter ce nouveau programme aux pays francophones d'Afrique. L'objet de cette rencontre était donc d'organiser des discussions avec les différentes parties prenantes, les différents pays,
pour dresser donc un ensemble de recommandations qui vont donc permettre aux différents pays d'utiliser en bon escient et de suivre les directives qui sont contenues dans ce programme. Plusieurs experts ont participé à cette rencontre qui dure depuis plus d'une semaine. Le programme mondial existe depuis très longtemps, mais sous sa forme actuelle depuis 1950. Simplement pour donner des chiffres un peu évocateurs, au niveau mondial, le cycle précédent avait permis à 132 pays au niveau mondial de faire leur recensement agricole et 22 pays en Afrique, ce qui est déjà un beau résultat. On espère que dans le cycle qui commence avec cet atelier, il y aura davantage de pays qui pourront participer à ce cycle de recensement agricole. Ce recensement permettra aux pays de se baser sur des chiffres vérifiables pour bien orienter les politiques agricoles et cibler des investissements qui vont impacter leur PIB. 11 navires dont 7 embarcations de pêche artisanale viennent d'être arraisonnés par la Commission sous-régionale des pêches. L'opération de surveillance s'est déroulée du 28 août au 1er septembre dans les eaux de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la République de Guinée. C'est donc pour contrecarrer la pêche illicite. Les membres de la Commission sous-régionale des pêches étaient face à la presse. Compte rendu à Anaïs Nyanya-Mané. La Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal, membres de la Commission sous-régionale des pêches, se sont unis pour contrecarrer la pêche illicite non déclarée. L'opération Pedro Cardozo Nanco du 28 août au 1er septembre dernier a donné des résultats satisfaisants. Cette opération a duré 4 jours et des moyens navals ont été engagés, des moyens des pays concernés. Cette activité nous a permis également de contrôler à peu près 80 navires. Parmi ces 80 navires, on a pu arraisonner 11 navires. Parmi ces 12 navires, nous avons 2 chalutiers et 7 embarcations de pêche artisanale. Alors, les 2 chalutiers ont été arraisonnés dans la zone économique exclusive de la République de Guinée. Et les 4 embarcations de pêche artisanale ont été arraisonnées dans la zone économique exclusive de la République de Guinée-Bissau et 2 autres embarcations en Guinée, ce qui nous fait un total donc de 12 navires qui ont été arraisonnés. Cette opération de surveillance maritime entre dans le cadre du projet Gouvernance politique de gestion des ressources marines et de réduction de la pauvreté dans l'écorégion Ouama. Le projet comprend 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Et cette activité inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme qui intervient principalement dans les régions, dans les pays de la région Ouama, notamment la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert. Donc l'objectif principal de ce programme, c'est d'accompagner le développement de politiques qui puissent permettre la gestion durable des ressources marines et côtières. L'opération Pedro Cardozo Nanco a couvert la totalité de la zone maritime allant de la frontière nord de la Gambie à la frontière sud de la Guinée. Il est financé par l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un grand succès. Pour les raisons qui étaient évoquées, je ne vais pas reprendre les chiffres, il y a un certain nombre de bateaux qui ont été surveillés, contrôlés, arraisonnés. Quantitativement, les résultats ne sont peut-être pas aussi étonnant qu'on aurait pu le penser, mais en tout cas ça montre qu'une action comme ça permet d'avoir un résultat assez efficace sur les opérations illicites qui sont menées dans la région. Pour le GoWarmer, donc programme GoWarmer et le PNUD de manière générale, on souhaite donc poursuivre cette coopération. Le programme lui-même, GoWarmer, prend fin en fin 2017, donc il est très probable qu'on continue à appuyer l'action de la CSRP dans ces domaines de lutte contre la pêche illicite et que même au-delà de 2017, le PNUD appuie la CSRP pour les actions qui seront menées au-delà de 2017.
Une bonne application de la législation sur la pêche maritime devrait permettre d'empêcher les navires qui profitent des faiblesses du dispositif sous-régional de surveillance de piller nos ressources. Et nous ouvrons notre série Santé, le non-suivi des grossesses, la malnutrition des enfants, la mortalité maternelle, le non-respect du calendrier vaccinal. Ce sont les principaux problèmes de la santé et de la reproduction. La politique de celle-ci a connu des avancées significatives avec des résultats satisfaisants. Cependant, des réticences sont toujours d'actualité, mais le combat continue à travers des programmes, surtout dans la campagne pour la planification familiale. C'est un dossier signé Jeanne Dior. La grossesse, la naissance, la prise en charge du nouveau-né, des étapes cruciales, un long processus, un suivi obligatoire et indispensable, d'abord pour la mère elle-même et pour son enfant. Ce que nous notons, c'est qu'en général, presque la totalité des femmes vont faire au moins une visite. La difficulté, c'est d'aller faire les 4 visites dans les délais requis. Et généralement, c'est au cours des derniers moments qu'on rencontre des difficultés. Soit que la femme est malade, ou bien que la grossesse elle-même n'évolue pas comme il se devait. L'enfant qui doit être vacciné et qu'il soit suivi en cas de maladie, qu'il soit pris en charge. Et en plus de cela, il faut lutter contre la malnutrition. Donc ce qu'on préfère, c'est l'allaitement. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on recommande, c'est l'allaitement exclusif durant les premiers mois, jusqu'à 4-6 mois. Malgré certains comportements qui sont souvent à l'origine des problèmes comme le non-suivi des grossesses ou la malnutrition, le plaidoyer donne des résultats satisfaisants. Entre 2010 par exemple et 2016, nous avons quitté 392 décès pour 100 000 naissances vivantes à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ceci est important. Nous avons aussi fait des progrès dans l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la planification familiale. Entre 2010 et maintenant, nous avons presque fait plus que du double, en quittant 10% de taux de prévalence contraceptive à 21% de taux de prévalence contraceptive pour les femmes en union. Ces chiffres peuvent être renforcés à travers l'élimination de la mortalité maternelle. Pour ce faire, une bonne politique de la santé et de la reproduction s'impose. Augmenter le taux de prévalence de la planification familiale, par exemple. Nous avons un fort soutien de ces religieux-là qui nous accompagnent avec un argumentaire religieux pour démontrer que dans les écrits saints, il est recommandé quand même d'espacer les naissances. Et qu'à chaque fois qu'il faut recourir à la santé de la mère pour sauver des vies, que ce soit les mères ou les enfants, je crois que c'est quelque chose d'acceptable. Le combat continue d'être mené en dépit des pesanteurs socio-culturelles. Le plan Moïtou Nef en est une illustration. Il faut cependant noter que l'utilisation des méthodes contraceptives n'est pas une obligation, mais un choix. Cette réalité est même traduite dans les structures sanitaires. À l'ASBEF, la priorité est accordée au Conseil. Le conseil que nous donnons aux femmes enceintes par rapport à ce qui l'amène et également par rapport à ses besoins. Les besoins en planification familiale qui peuvent exister, vraiment, et également les besoins en information. Parce qu'on pense surtout que les femmes mariées savent beaucoup de choses, alors qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, des zones d'ombre qui demandent à être éclaircies. Et tout ça, c'est avec le counseling, l'interaction qu'on trouve vraiment quels sont les besoins exprimés et les besoins qui n'étaient pas exprimés. La mère et l'enfant, les deux cibles essentielles de la santé et de la reproduction. Une bonne santé de la mère et de son enfant permet à la femme d'être productive et donc autonome. Santé de la reproduction toujours à Matam. Beaucoup de femmes ne respectent pas le planning des visites prénatales. Certaines d'entre elles n'hésitent même pas à accoucher à domicile avec tous les risques que cela comporte. Dans certains cas, c'est l'éloignement des points de prestations sanitaires qui est la principale cause. Pour d'autres, cela s'explique tout simplement par une certaine tradition. C'est un reportage signé Oumou Kalsoum Sall. Une semaine après son accouchement, Sira Sow revient au centre de santé de Kanel avec son bébé pour une consultation postnatale. Dans cette même structure sanitaire, elle a été suivie tout au long des 9 mois de grossesse.
Dès le début de ma grossesse, je suis venue voir la sage-femme. J'ai respecté tous les rendez-vous qu'elle nous donnait. Je n'ai eu aucune complication. Je suis bien consciente de l'importance des consultations prénatales. Une attitude naturelle et normale, mais à Matam, beaucoup de femmes ne se font pas suivre pendant la grossesse. On ne sait pas, mais vraiment, on fait beaucoup de causeries sur ça, mais jusqu'à présent, ça reste. Il y en a vraiment qui viennent, vraiment, mais c'est trop difficile. Et ici, on couvre, le district est grand, il y a beaucoup de villages qui sont là, mais parfois, vraiment, c'est les longues distances qui les empêchent de venir, parce que c'est enclavé, les routes ne sont pas bonnes. Parfois, c'est ça. Parfois, il y en a qui habitent ici à Kanel, mais qui ne viennent pas. Tu ne les vois même pas. Les consultations prénatales sont d'une importance capitale. Le suivi de l'évolution de la grossesse permet au personnel soignant de prévenir toute complication. C'est le moment de détecter toute anomalie, voir si la femme ne présente pas une hypertension, si elle n'est pas anémiée, ou bien si vraiment voir le bassin, si elle peut accoucher normalement et tout ça. Donc si elles ne font pas leur consultation comme il se doit, ça peut poser problème au moment de l'accouchement. À Matam, le taux de la mortalité maternelle et infantile reste préoccupant, avec 721 décès pour 100 000 naissances. Parmi les causes, le non-suivi de la grossesse. Le ministère de la Santé, pour changer la donne, a mis à la disposition de la région médicale une vingtaine de sages-femmes itinérantes. L'objectif des sages-femmes itinérantes, c'est de faire des stratégies avancées pour aller vers les cases de santé qui n'avaient pas accès aux postes. Nous, on se déplace pour venir les voir. Avant, on se levait très tôt le matin pour nous rendre à Ourossogui, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est facile. On n'a plus à se déplacer vers d'autres structures sanitaires chaque mois pour des consultations. Vraiment, on se réjouit de cette initiative. Avant, même pour faire vacciner nos bébés, on se rendait à Ourossogui. Au-delà de la disparité dans la répartition géographique des structures sanitaires et du déficit de personnel soignant, à Matam, la santé de la reproduction fait face à une autre réalité culturelle. Des fois, c'est des coutumes. Hein? Il y a des femmes qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital. Peut-être c'est leur croyance. C'est un grand problème à Ranérou. Les accouchements à domicile persistent toujours. On a beau sensibiliser, faire la communication interpersonnelle lors des CPN, mais ça reste toujours un problème. Parce qu'ils ont leurs croyances et c'est difficile vraiment. Les autorités de la région médicale continuent la sensibilisation à travers les Badianou Gor et les émissions radiophoniques. Elles ne comptent pas laisser ces habitudes à la peau dure plomber tous les efforts du gouvernement pour une bonne santé de la mère et de l'enfant. Ce soir, la rubrique métier s'arrête chez les laveurs de voitures, un secteur beaucoup investi par des jeunes. Cependant, la plupart exercent dans l'informel, même si l'activité nourrit bien son nom. C'est un reportage de Luce Bitsa. Du haut de ses 1,80 m, Tidiane Diallo a quitté son Fouta natal pour la capitale et c'est à la réussite de la Gueule Tapée qu'il officie en qualité de laveur de voitures. Ma spécialité, c'est lavage de voiture à la réussite. On l'appelle par ici le laveur des VIP. En lieu et place des récipients remplis d'eau et de savon, Tidiane possède une machine. Avec cet engin, il a moins d'efforts à fournir. Tout le temps, c'est un métier qui se passe à merveille. Donc, des fois, on a des clients, tantôt on n'a pas de clients. Mais les prix varient en fonction du besoin des clients. Si le client veut un nettoyage général, donc les prix, ça va jusqu'à 10 000 francs. Si c'est un nettoyage simple, c'est 1 000 francs. Cet espace qu'il occupe n'est pas gracieusement cédé. Donc c'est grâce à la mairie que j'ai pris cette place. Donc la fin du mois, je paye 10 000 francs à la fin du mois. Donc
Les laveurs de voitures ne manquent pas dans la capitale. Partout, ils sont légion, avec comme seul objectif faire briller la carrosserie. Ali Top a commencé à exercer à Diourbel avant de prendre la route de Dakar. Du matin au soir, moi je suis ici pour gagner ma vie. Du matin au soir, je suis là pour travailler ici. Du matin au soir pour travailler parce que ici, c'est mon plat. C'est tout un art. Il faut commencer par le toit de la voiture, vérifier tous les coins et recoins avant de terminer par les roues. C'est un vrai travail. Je commence à 8h jusqu'à 19h. Chaque jour, de la bénéfice 2000 ou 3000 ou 1500, etc. etc. Les grandes voitures, ça coûte 1000 francs ou ça départ. Les petites voitures? Les petites voitures, 500 ou 700 ou 600, etc. etc. La tâche nécessite des entraînements physiques. Oui, ça fait d'entraînement. Force naturelle, quoi. Pour laver la voiture, pour avoir la force. Oui. Ouais, tu fais des sports. Chaque jour, sauf samedi et dimanche. Des menaces d'expulsion les empêchent de travailler en toute quiétude. On a dit qu'il n'y a pas de show métier, c'est ça qu'on doit travailler ici. Parce que du matin au soir, nous on est là pour travailler, pour gagner notre vie. Mais chaque jour, on a des problèmes ici. On dit que vous là, vous devez dégager ici. Mais si on dégage maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est ça le problème. Mais ça, c'est qui est mon question. Si on dégage ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que nous sommes des pères de famille, on a des femmes. Moi, j'ai déjà marié. J'ai déjà une petite gosse qui est laissée au village. Je ne viens ici pour travailler maintenant. Si on m'a dégagé maintenant, moi, qu'est-ce que je devais faire maintenant? C'est ça qui est mon problème. Chaque jour, la police ça vient ici, on nous attrape, on nous amène de la police, on va laisser jusqu'à 19h. On dit que maintenant, vous là, vous êtes mis ici dans des saletés là. Mais ça c'est ça qui nous fait mal, parce que nous sommes des jeunes, on doit travailler, on doit nous laisser nous travailler. Leur vœu le plus ardent est de ne pas s'éterniser dans ce métier. C'est juste un tremplin pour nous. La preuve, tous les chauffeurs de taxi ont pratiquement exercé ce métier avant d'avoir le permis. Il s'agit donc pour nous de nous occuper et d'épargner pour obtenir le précieux papier. Maintenant, il y en a qui se cachent pour ne pas rencontrer le petit ami. C'est marrant. Laveur de voiture, un job comme tant d'autres qui fait vivre de nombreuses familles. Si dans les régions, le métier peine à se développer, dans la capitale, les laveurs font le bonheur des automobilistes. Voilà pour la rubrique métier qui revient vendredi prochain. 12e anniversaire du décès de Yasser Arafat ce 11 novembre 2016. L'ambassade de la Palestine à Dakar a commémoré l'événement à la place du souvenir. Une cérémonie sobre devant la presse et des sympathisants de l'ancien président de l'autorité palestinienne. C'est un compte-rendu de Aram Daoua. Même sous terre depuis 12 ans, Yasser Arafat continue d'incarner l'icône de la lutte pour la cause palestinienne, comme l'illustrent ses œuvres. Yasser Arafat, physiquement, il est parti le 11 novembre 2004, mais il est toujours dans le cœur des Palestiniens vivants, témoin de cette ténacité, témoin de cette fidélité à son mémoire et à ses consignes pour poursuivre le combat jusqu'à la liberté et l'indépendance. Son historique et long combat pour la libération de la Palestine a toujours eu un écho favorable en Afrique, particulièrement au Sénégal. Le Sénégal qui continue d'exprimer sa solidarité à son peuple. Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine, évidemment, entend apporter son soutien à ce combat-là jusqu'à la satisfaction du droit inaliénable du peuple palestinien à l'indépendance. Et c'est un combat aussi pour la paix. On ne peut pas bâtir un monde de paix sur des bases d'injustice. Nous avons tous compris que, comme le disait d'ailleurs Nelson Mandela, tant que le peuple palestinien ne sera pas libre, nous ne serons pas libres, nous Africains. Novembre, mois de la Palestine au Sénégal, ainsi en ont décidé les autorités palestiniennes pour qui Yasser Arafat a aussi une stature universelle. Yasser Arafat, il a aussi ouvert un front universel en étroit lien avec les combats de tous les peuples opprimés et en particulier en Afrique. Il a initié également
le combat contre toutes sortes de tutelles, contre l'indépendance de la décision palestinienne. L'amitié pour les deux pays est telle que la Palestine a aménagé une place Léopold Sédar Senghor à Ramallah. Une place Yasser Arafat est aussi envisagée à Dakar avec les autorités de la ville. Total Excellium, c'est le nom du nouveau produit, du nouveau carburant donc vendu dans les stations Total. Il a la possibilité d'entretenir le moteur et est vendu au même prix. Un produit nouveau, plus performant et efficace selon Total Sénégal, nous dit Hamid Diop. Un produit nouveau, Total Excellium, arrive au Sénégal. Ce carburant, selon Total Sénégal, nettoie votre moteur et présente tous les atouts nécessaires pour allonger la durée de vie d'une voiture. Total Excellium, c'est un carburant qui est additivé à la sortie du dépôt. Donc la propriété en fait du carburant Total Excellium, c'est qu'il va nettoyer votre moteur kilomètre après kilomètre. Et en nettoyant le moteur kilomètre après kilomètre, il va non seulement, je dirais, vous permettre d'avoir un moteur propre, mais également réduire votre consommation et in fine également réduire les émissions. À travers ce spectacle son et lumière, les témoignages sont unanimes sur l'écran. Total Excellium, c'est moins de consommation, donc moins de pollution. Je retiens que ça réduit les dépenses et donc particulièrement les dépenses des entreprises. Je retiens aussi ça réduit les dépenses des consommateurs, donc de nos employés, tout au moins si je parle en perspective de président du Conseil national du patronat. Et vous aviez dit aussi qu'en réalité, le produit ne coûte pas un franc de plus. Mais vous n'osez pas le dire, il coûte moins. S'il réduit la consommation, il réduit la maintenance, en réalité, pour le même prix, on a plus d'utilité. Total Excellium, comme vous le savez maintenant, c'est le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre. Aujourd'hui, le produit est distribué dans toutes nos stations-service au Sénégal et un certain nombre de clients ont déjà eu l'opportunité de tester le produit, des taximans, des transporteurs. Ils ont vraiment adhéré, donc ils ont pu apprécier la qualité du produit et les économies que ça a pu leur apporter, tant d'un point de vue des entretiens que de la réduction de la consommation de carburant. À partir du 11 novembre, Total Excellium est disponible dans toutes les stations-service Total. Il est vendu au même prix, même si Total Sénégal le dit, il est de meilleure qualité. Culture, la deuxième édition du Festival international du film de famille a démarré hier à la Maison de la Culture d'Outasek. Au programme, des projections de films liés au mariage, à la famille, au genre, entre autres un grand forum sur le thème famille et développement figure également parmi les activités, nous dit Damsila. Initié par Baobab Productions en collaboration avec le MCDS, le deuxième festival international du film de famille est composé de programmes alléchants, rythmés par des projections de films liés à la famille, au mariage, entre autres. Notre objectif aussi, c'est quoi? Et c'est là où je vais terminer. C'est qu'en mettant au cœur de notre préoccupation et le cinéma et la famille, nous voulons que la famille se réconcilie à elle-même, puisqu'il y a des mutations qui sont opérées. Le Festival international du film de famille veut se servir du cinéma comme révélateur des changements sociaux. Il a aussi pour objectif de prévenir les effets négatifs qui déstabilisent la famille et aussi permettre des rapprochements intergénérationnels. La deuxième édition du festival sera vraiment un cadre d'abord d'information, de communication et surtout d'éducation pour nos familles respectives et pour l'inculcation des valeurs au sein de nos familles. Le Festival international du film de famille, c'est aussi des débats et des rencontres. Un grand forum sur le thème famille et développement fait également partie des activités. La famille, faut-il le rappeler, est la cellule de base de toute société. Elle est le terreau où la vie se forme, se développe et s'épanouit. Elle est un lieu de croissance humaine, morale, intellectuelle et spirituelle. Un lieu où se forge la personnalité de l'enfant à qui on inculque tout un ensemble de valeurs, de partage, de solidarité, de respect de l'autre. Différents acteurs du monde audiovisuel seront primés au terme du festival, une manière pour les organisateurs d'encourager les acteurs
de la cinématographie. Sport, football, J-1 avant le match Afrique du Sud-Sénégal. Les Lions en décousent avec les Bafana dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les hommes d'Aliou Cissé ont procédé à leur dernière séance d'entraînement il y a quelques instants. Les temps forts avec Seydina Alioune-Djigo. La préparation des Lions a déjà atteint sa vitesse de croisière. Dernière séance d'entraînement d'une équipe considérée comme favorite dans sa confrontation avec l'Afrique du Sud, mais Aliou Cissé tempère. C'est vrai que le Sénégal aujourd'hui a un grand potentiel, mais comme vous le savez, le potentiel est un petit peu partout en Afrique. En Afrique du Sud aussi, il y a un gros potentiel individuel. C'est vrai qu'en sélection nationale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas la chance d'avoir toujours les joueurs en même temps, contrairement peut-être en Afrique du Sud où la majorité des joueurs évoluent ici en Afrique du Sud. Nous, nos joueurs évoluent un petit peu partout et chaque fois que je les retrouve, c'est pour 2, 3, 4 jours. Et cette balance que vous êtes en train de dire, cet équilibre que vous êtes en train de dire, ce sont des répétitions à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des sorties de l'équipe nationale du Sénégal, on sent vraiment du mieux sur le plan collectif. Un Aliou Cissé décidément mesuré dans sa conférence d'avant-match. Le sélectionneur du Sénégal s'attend à une belle opposition des Bafana. C'est un énorme match contre une grande nation de football qui est l'Afrique du Sud, qui a un passé vraiment glorieux. Nous aussi, je pense que nous sommes une très belle équipe, une grande nation de football. Donc nous allons vers une confrontation en tout cas très disputée et nous espérons en tout cas faire le meilleur résultat possible. Les deux équipes se font face samedi à 13h dans ce stade Peter Mokoba de Polokwane. Une rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018, zone Afrique. Les temps forts de ce match à suivre avec le Desk Sport demain sur notre antenne. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS1. La collaboration entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement pour apporter des réponses synergiques plus efficaces contre les menaces d'épidémies liées aux zoonoses, qu'elles soient naturelles, accidentelles ou délibérées. Les menaces des agents pathogènes zoonotiques et les menaces de santé publique constituent des défis sanitaires. Urgent donc d'agir et de prévenir. Le Sénégal, une référence en matière de veille sanitaire. À ce propos, je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, remercier le gouvernement américain pour la sélection du Sénégal parmi les pays bénéficiaires de la deuxième phase du programme de sécurité sanitaire mondiale qui aura permis, entre autres, la réalisation de certaines initiatives précitées. La réunion de Dakar sur les questions de santé publique a réuni beaucoup d'experts qui vont harmoniser les méthodes de traitement et de prévention pour une bonne santé des populations africaines. Je le disais en titre, le député Barthélémy Diaz sera en pénal dans l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf. Les parlementaires ont suivi les conclusions de la commission ad hoc dirigée par Moustapha Diakhaté. Ils ont voté à la majorité la levée de l'immunité parlementaire par la commission d'enquête parlementaire. C'est un compte rendu de Amadou Aramtiam. Les membres de la commission ont abouti à la conclusion que justice doit être rendu dans cette affaire. La conclusion finale du rapport de la commission ad hoc qui tombe comme un couperet, rappelant le dernier alinéa de l'article 52 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale indique ceux qui ont droit à la parole en matière de levée d'immunité. D'abord, les membres de la commission d'enquête et le représentant du gouvernement. Que j'ai l'honneur de représenter n'a pas d'observation particulière. Je reste dans le sens de la recommandation de la commission ad hoc, c'est-à-dire la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce qu'a dit le rapport. Ensuite, le principal concerné. Je prends la parole pour vous confirmer que je demeure dans ma position de toujours vous inviter à lever mon immunité parlementaire. Et s'il vous plaît, sans aucun débat. Dans l'affaire de l'attaque violente
à main armée. La présidente directeur générale du MCC annonce d'ailleurs la couleur. Reçue dès l'installation du chef de l'État, elle aborde le deuxième compact que l'institution vient de signer avec le Sénégal. On a parlé du partenariat fort entre les deux pays, entre le Sénégal et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. On a parlé de la deuxième investissement dans le pays et plutôt on a fini un grand jalon, c'était de finir l'analyse économique et on va essayer d'assister, appuyer le gouvernement dans leur plan de l'énergie. Auparavant, les compatriotes ont tenu à souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Les personnels de l'ambassade et du consulat et d'autres membres de la communauté ont fait le déplacement pour exprimer leur fierté au président Macky Sall. Le président Macky Sall était l'hôte du Fonds monétaire international ce vendredi. Le chef de l'État s'est notamment entretenu avec les membres du conseil d'administration, une première pour un chef d'État africain, suivant les temps forts de l'accueil avec notre envoyé spécial Oumar Nying. Au siège du FMI, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'événement. Ce matin, l'institution internationale reçoit une visite spéciale. Madame Christine Lagarde et ses services sont très honorés, en effet, d'accueillir le président de la République du Sénégal. Aussitôt, l'instant immortalisé, la directrice générale s'entretient avec le président de la République dans son bureau. Le tête-à-tête est suivi d'une séance de travail à laquelle prennent part les autres membres de la délégation. Mais c'est sans doute dans la salle du conseil d'administration qu'on a vécu le moment fort. C'est la première fois qu'un chef d'État africain fait face à cette auguste assemblée. Un bon souvenir pour la directrice générale Christine Lagarde et ses collaborateurs. Un mérite pour un président dont la vision porte déjà les fruits. Christine Lagarde a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour cet exercice qui n'arrive presque jamais dans cette institution monétaire internationale. Impressionnée par le plan Sénégal émergent, la directrice générale. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le président Macky Sall, invité du FMI à Washington, dans son échange avec Christine Lagarde, il a été beaucoup question du PSE. Il s'est également entretenu avec le conseil d'administration du Fonds monétaire international, une première pour un chef d'État africain. Le président Macky Sall doit par ailleurs recevoir un prix de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership au sein de la CEDEAO. La levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz a été votée à la majorité ce vendredi. Ainsi, le député maire pourra faire face à la justice dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. La série Santé consacre une large fenêtre à la santé de la reproduction. Nous irons à Matam où il y a encore des efforts à faire en matière de visite prénatale, tandis que dans certaines localités, c'est le défi du respect du calendrier vaccinal qui se pose. On fait le point sur les avancées, les manquements et les contraintes dans cette édition. La rubrique métier s'arrête ce soir chez les laveurs de voitures, un secteur beaucoup investi par les jeunes. Cependant, la plupart exercent dans l'informel. Même si l'activité nourrit son homme, les prix varient entre 500 et 1000 francs selon la catégorie de véhicules. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président Macky Sall est arrivé à Washington à l'invitation du FMI. Le chef de l'État doit prononcer un discours devant le conseil d'administration. Par ailleurs, le président de la République va recevoir le prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership au sein de la CEDEAO. Voici notre envoyé spécial Oumar Nying. Washington est en pleine nuit lorsque la pointe Sarène arrive en provenance de l'autre bout de l'Atlantique. À bord, le président de la République est en compagnie de la première dame, Madame Marème Sall. Le président Macky Sall est à Washington à l'invitation du FMI.
Il est attendu au conseil d'administration pour un discours sur le plan Sénégal émergent. L'autre temps fort du séjour du président Macky Sall est la réception du prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership exemplaire au sein de la CEDEAO. La mission est donc très économique. Le général du FMI entend accompagner la dynamique impulsée par le président Macky Sall. Elle est ici au micro de notre envoyé spécial Oumar Nyinga. Il a pu rencontrer les membres du conseil d'administration dans la salle du conseil, ce qui n'arrive presque jamais. Et il a pu donner vraiment toute la problématique de développement économique, les ambitions, les obstacles, la façon dont le FMI peut soutenir et supporter en accompagnant un bon cadrage macroéconomique et une logique de financement qui soit dans l'intérêt général du pays. Et vous allez le faire, évidemment. Nous allons continuer à être le partenaire du Sénégal, bien sûr. Le président Macky Sall a adressé un message au FMI. Nous reviendrons sur cette intervention qui porte notamment sur le plan Sénégal émergent. La suite de la visite du roi Mohamed VI au Sénégal, Sa Majesté était à la grande mosquée. Il a été accueilli par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ils ont effectué ensemble la prière du vendredi. Elle a été dirigée par l'imam ratib de la grande mosquée de Dakar et en présence de plusieurs représentants de familles religieuses. Avant de quitter la grande mosquée, Sa Majesté Mohamed VI a offert des exemplaires du Saint-Coran à plusieurs fidèles. En atelier en santé s'est réuni donc ce matin sous la présidence du Premier ministre. Une seule santé pour lutter contre les zoonoses et les menaces de santé publique connexes. La rencontre a été présidée donc par le chef du gouvernement en présence de personnel, de partenaires donc techniques et financiers du Sénégal. C'est un compte rendu de Cheikh Bamba Gueye. L'approche Une seule santé est une façon de concevoir des systèmes et services de santé qui tiennent compte des liens inextricables entre santé humaine, santé animale et environnement. Elle vise à comprendre comment les maladies affectent les animaux et l'environnement pour prévenir les épidémies avant qu'elles ne puissent se transmettre aux personnes. Pour le Premier ministre, l'approche sanitaire de la question démontre toute son importance. Les récentes épidémies en Afrique de l'Ouest, notamment maladie à virus Ebola, fièvre de la vallée du Rift, grippe aviaire, etc., avec leurs corollaires de victimes humaines et animales, leurs répercussions sociales et économiques, auront fini de convaincre les plus sceptiques sur l'impérieuse nécessité de la... dont la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et moi-même avions été victimes le 22 décembre 2011. Il l'a demandé et il l'a obtenu. Par 62 voix pour, 14 voix contre et 4 abstentions, les députés ont voté à la majorité les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Barthélémy Toye Dias fera face au juge dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diop. Le débat sur les ressources extractives du Sénégal a failli occulter le principal sujet de la plénière du Conseil économique, social et environnemental de ce matin. Elle était en effet consacrée au rôle et à la place des zones économiques spéciales dans la politique nationale du Sénégal. Le ministre Ali Ngouille Ndiaye est venu rencontrer les conseillers. Il leur a fait le point sur les réalisations du Sénégal sur ce sujet. C'est un compte rendu de Oumindour. Ce n'était pas vraiment le propos de cette plénière, mais avec sa double casquette de ministre de l'Industrie et des Mines, Ali Ngouille Ndiaye ne pouvait pas échapper aux questions liées aux ressources extractives au Sénégal, surtout dans ce contexte de découverte de pétrole et de gaz. Si je dois répondre question par question, je parlerai beaucoup plus des mines que de l'industrie. Pour recentrer le débat de cette plénière consacrée aux zones économiques spéciales intégrées, le ministre est revenu sur leur importance dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a, dans le plan Sénégal émergent, envisagé qu'au Sénégal, qu'on ait au moins 3 parcs industriels, qu'on ait des agropoles, que l'industrie agroalimentaire soit aujourd'hui à un niveau beaucoup plus supérieur que le niveau actuel, pour que l'impact sur le PIB
passe de 10-12% de la situation actuelle ces dernières années à 25%. À ce propos, les choses sont d'ailleurs en train de bouger dans le bon sens à Diamniadio, même s'il y a encore des choses à régler. Nous avons déjà construit avec un investissement d'une trentaine de milliards la première phase du parc industriel. On attend que la loi sur les zones soit promulguée pour que le parc puisse devenir une zone économique spéciale. Et justement, parmi les recommandations des conseillers, il y avait en bonne place la révision des textes entourant ces zones économiques. Le Conseil économique, social et environnemental formule les recommandations suivantes pour réussir la politique d'industrialisation visée dans le PSE, le plan Sénégal émergent, à travers la promotion des zones économiques spéciales.